une petite minute. Bonjour, bonjour Bénédicte. Bonjour Isabelle. Bon, on va démarrer. Je pense que voilà, il est 11h01. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints à cette nouvelle édition de webinaire scientifique et technique organisé par le CFMS. Donc, webinaires qui maintenant sont devenus une habitude. Hein, tous les deuxièmes mardis du mois, on organise un webinaire. Donc aujourd'hui, la thématique porte sur les terres excavées, gestion et valorisation des terres excavées. Donc, on l'a décomposé en deux parties. Donc, une partie aujourd'hui et puis il y aura une partie 2 le 8 mars à la même heure, de 11h à 12h30. Donc, tout le monde voit l'écran avec Oui, voilà, la page de garde. OK. Donc, on a trois intervenants qui vont s'exprimer, qui vont présenter des sujets. Donc, le premier intervenant sera Samuel Coussy du BRGM, Réglementation, terres excavées, évolution récente. On aura ensuite Fabienne Bermenonville d'Egis, prise en compte de la problématique des blés dans les études de projet. Et puis, Samuel Soroka qui viendra nous faire une présentation point de vue de l'entreprise, un retour d'expérience de la gestion des terres excavées sur le chantier du bassin d'Austerlitz à Paris. Donc, les présentations vont se suivre. Au cours des présentations, si vous pouvez, s'il vous plaît, d'ailleurs, ceux qui ont un micro ouvert, là, parce qu'on entend des bruits parasites, coupez vos micros. Voilà, coupez également vos caméras pour un meilleur flux, une meilleure qualité de l'image. Et puis, vous êtes invités à poser des questions dans le chat, hein, dans la conversation. Donc, vos questions seront notées au fur et à mesure par Sabrina. Et à la fin des trois interventions, on fera une séance de questions-réponses. Voilà, j'ai juste oublié de dire donc que cette séance d'aujourd'hui, elle a été organisée, elle est animée par Cécile Morel du CEREMA, Sabrina Perlot du CEREMA également, et moi-même. Voilà, donc le premier intervenant d'aujourd'hui, c'est Samuel Coussy. Donc Samuel Coussy, il est chef de projet sites et sols pollués au BRGM. Il travaille sur la thématique de la gestion des terres excavées depuis 9 ans et participe à l'animation de divers groupes de travail ministériels sur la valorisation hors site des terres excavées. Et depuis 2021, Samuel est responsable de la mise en place du registre naturel des déchets, terres excavées et sédiments pour le compte du ministère de la Transition écologique. Donc Samuel, je ferme le partage et je te laisse prendre la main. Parfait, merci Isabelle. J'attends que ma présentation arrive là. Voilà. Et bonjour à tous. Hein. Voilà, très bien. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous faire un portrait un peu de la réglementation sur les terres excavées en faisant un focus notamment sur les évolutions récentes. Hein. Parce que ça a pas mal bougé, notamment en 2021, hein, sur la réglementation des terres excavées. Donc voilà, je vais préciser certaines choses par rapport à ça. Donc rapidement, le plan de la présentation, donc après une brève introduction, le contexte réglementaire actuel, j'embrayerai sur les évolutions réglementaires, notamment sur la partie sortie de statut de déchets des terres excavées et renforcement de la traçabilité des terres excavées, avec une mise en perspective sur Track Déchets et le registre national. Alors, dans un premier temps, hein, on sait que les terres excavées en fait, représentent une part majeure des déchets en France. Hein. Donc là, on voit les chiffres
ce sont les déchets du BTP qui sont produits en France, donc ce sont des chiffres ADEME. On voit que finalement les déchets du BTP représentent la majeure partie des déchets produits en France. Et parmi ces déchets du BTP, plus de la moitié sont des terres et matériaux meubles non pollués, en fait, typiquement, quoi. Donc, on est face à une vraie une problématique d'envergure quand il s'agit quand on parle de terres excavées. On avance en général le chiffre de 150 millions de tonnes par an. Et là, je parle vraiment que des terres inertes. Voilà, terres inertes excavées, 150 millions de tonnes par an, en général, générées au niveau national. Alors, je ne comprends pas, ma présentation a sauté. Je vais la remettre. Elle a disparu toute seule. Voilà. Hop, donc je continue. Voilà, donc un peu pour les chiffres. Alors, que deviennent ces terres excavées? Voilà, donc là, d'autres chiffres. Donc, on a une destination qui sont. Alors, on a du réemploi sur site, principalement, quoi, à hauteur de 23%. On a aussi du remblaiement de carrière, du stockage en ISDI, en fait, quoi. Voilà. Alors, je parle vraiment là des déchets inertes du BTP, pas que les terres excavées, quoi. Donc, on est un peu plus large que les seules terres excavées, mais ça donne un peu une idée du devenir de ces matériaux. Donc typiquement, voilà, on essaie de les remployer sur site le plus possible, quoi. On a aussi une partie recyclage derrière, recyclage matière, quoi. Voilà. Et alors, on a une partie, 18%, qui est réutilisée de chantier à chantier. Et l'idée, vraiment, dans une perspective d'économie circulaire, c'est d'essayer de faire augmenter ce chiffre. Alors, on sait que c'est pas toujours facile, pas toujours possible, on va dire, quoi. Il y a certains verrous, notamment des verrous réglementaires que je vais évoquer après. Mais voilà, donc ça, ce sont des chiffres qui doivent dater, je pense, de 2020. Voilà, donc où on en est par rapport à ça. Non, 2010, je pense que c'est beaucoup plus ancien, mais voilà. Pardon, 2014, je veux dire. Donc, et alors au niveau réglementaire, finalement, une terre excavée, ça prend le statut de déchet, dès lors qu'elles vont sortir du site de leur excavation. Donc ça et ce qu'elles soient, polluées ou non, typiquement, ça c'est un point vraiment important à avoir en tête, quoi. Ce statut de déchet des terres excavées, ça c'est pris en application, d'une directive, du Parlement européen, en fait, quoi, qui date de 2008, et qui a été transposée en droit français, dans le code de l'environnement, donc c'est l'article L 541-1-1 du code de l'environnement. Voilà. Donc c'est repris dans le code de l'environnement et c'est explicité dans la note d'explication de la nomenclature ICPE qui a été remise à jour en 2020, en fait, typiquement. Alors, bon, qu'est-ce que ça veut dire finalement, ce statut de déchet, et quels impacts ça a finalement sur leur gestion? Tout d'abord, il y a des notions de responsabilité derrière, c'est-à-dire que le producteur de ces terres, il est responsable jusqu'à soit l'élimination, soit la valorisation finale des terres excavées. Dans un second temps, si on souhaite les valoriser, en fait, quoi, il va être nécessaire de démontrer l'utilité des terres excavées valorisées, un point assez important, et pour pas dire au final que la valorisation est un substitut au stockage de ces terres, quoi. Voilà. Et ensuite, troisième point très important, on a des obligations de traçabilité, même en dehors des textes qui sont passés en 2021, on a toujours eu une obligation de traçabilité de ces matériaux-là, en raison de leur statut de déchet. Alors, maintenant, je vais parler des évolutions réglementaires qui ont eu lieu là, depuis 2020 dans le cadre de la loi anti-gaspillage et économie circulaire du 10 février 2020, la loi AGEC. Et on a deux axes d'évolution majeure concernant les terres excavées. Le premier axe, c'est la notion de sortie de statut de déchet des terres excavées que je vais évoquer. Et le deuxième axe, c'est vraiment le renforcement de la traçabilité des terres excavées. Donc, je vais commencer par le premier axe sur la notion de sortie de statut de déchet des terres excavées. Donc là, on a plusieurs textes qui sont passés en 2021, donc en application de la loi AGEC, pour permettre, sous certaines conditions, la sortie de statut de déchet des terres excavées. Le premier texte qui est sorti, c'est ce décret-là, du 1er avril 2021, relatif à la sortie de statut de déchet
Donc, c'est un texte très, très général hein, qui ne porte pas forcément que sur les terres excavées, mais qui permet que des installations non classées ICPE puissent effectuer une sortie de statut de déchets. Donc ça, c'est très utile, hein, on le verra pour les terres excavées, dans le sens où on n'est pas obligé de passer par une ICPE pour avoir une sortie de statut de déchets derrière. Voilà. Et ce texte définit aussi l'encadrement de la contrôle, du contrôle hein, de la sortie de statut déchet par un tiers, donc un tiers indépendant qui va contrôler que la sortie de statut déchet est effectuée conformément à la réglementation, on va dire. Ensuite, le deuxième texte qui est un texte important, hein, qui est l'arrêté du 4 juin 2021 qui fixe les critères de sortie de statut de déchets pour les terres excavées dans des opérations de génie civil ou d'aménagement. Donc là, ce texte précise les conditions de la sortie de statut de déchets des terres excavées. Donc, qui vient en application du décret que j'ai évoqué précédemment. Hein. Il permet justement la mise en œuvre de la sortie de statut de déchets hors ICPE. Hein. Donc ça, c'est le premier article. Et le deuxième article détaille les critères de contrôle par un tiers. Hein. Voilà. Et donc, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet arrêté? Il prévoit que les terres excavées et les sédiments sortant du statut de déchet respectent les dispositions des guides de valorisation du ministère. Donc là, il y a un site dédié du ministère qui précise quels sont les guides de valorisation en vigueur qu'il faut utiliser pour prétendre à une sortie de statut de déchet des terres excavées. Voilà, et alors cet arrêté de sortie de statut de déchet a été complété récemment par un autre arrêté hein, qui fixe les critères de sortie de statut de déchet dans le cadre de grands projets d'aménagement et dans le cadre de la gestion, pour le coup, sur site de ces matériaux-là, en fait, qui, dans certains cas, peuvent prendre le statut de déchet. Donc là, c'était vraiment pour lever cette ambiguïté hein, que cet arrêté a été pris. Alors, là j'ai mis projet d'arrêté. Au final, il est bien sorti, hein, cet arrêté. Je pense en fin d'année dernière ou tout début là, d'année. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de mettre à jour mes slides là-dessus. Hein. Voilà. Donc, suite à une consultation du public, hein, ce texte est sorti hein, et donc il précise, il lève un peu les incertitudes sur justement le statut des terres excavées déplacées sur site au sein d'un grand projet d'aménagement. Donc voilà un peu sur la notion de sortie de statut de déchets des terres excavées. Hein. Je brosse un portrait un peu large, on va dire, hein, parce que voilà, il y a pas mal d'évolutions et je voudrais aussi vous présenter les évolutions sur la partie traçabilité, quoi. Hein. Mais voilà un petit survol sur la partie sortie de statut de déchets des terres excavées. Maintenant, je vais évoquer justement la traçabilité et peut-être remonter un petit peu à l'origine. Hein, d'où vient finalement ce renforcement de la traçabilité? C'est en partie lié à des évolutions européennes, hein, notamment la directive 4 déchets modifiée en 2018 qui précise que bah, les États membres doivent créer un registre électronique relatif aux déchets dangereux. Euh, pour, je cite, alors consigner les données relatives aux déchets dangereux visées au paragraphe 1 pour l'ensemble du territoire géographique de l'État membre concerné. Donc là, on voit finalement, on est très orienté déchets dangereux en fait. Hein. Voilà. L'Union européenne a pris aussi des dispositions concernant les déchets POP, en fait, contenant des polluants organiques persistants, on va dire, qui se voient appliquer les mêmes dispositions de traçabilité qu'aux déchets dangereux. Donc là, vous allez me dire, mais bon, on est un peu loin de la notion de terre excavée derrière. Hein. On parle vraiment de déchets dangereux et de tenue d'un registre électronique pour les déchets dangereux. Alors, mais c'est important à avoir en tête dans le sens où la loi AGEC qui a été mise en place en France et qui transpose, on va dire, une partie de cette réglementation européenne, hein, la loi anti-gaspillage et économie circulaire, a étendu ces règles de traçabilité aux terres excavées et aux sédiments. Hein, et c'est vraiment euh, explicitement nommé hein, dans un article, hein, l'article L541-7. Donc on voit hein, ici les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage de négoce des terres excavées et des sédiments. Hein, donc là, on est vraiment très explicite. Hein,
tiennent à disposition d'autorités administratives toute information concernant, etc. Voilà. Donc là, on a cette traçabilité qui est étendue au TRSKV et au sédiment. Donc, cette traçabilité, et en plus, donc on voit dans ce document que la traçabilité des TRSKV ne dépend pas uniquement du statut de déchet. Typiquement, on voit dans la seconde partie du texte, sont concernés par le présent titre 2, les TRSKV et les sédiments, dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet. Donc là, voilà, c'est quelque chose qui est assez important à avoir en tête, c'est que cette traçabilité ne dépend pas uniquement du statut de déchet des TRSKV, et elle couvre vraiment toute la chaîne derrière. Alors après, on a des spécificités, donc qui sont expliquées dans le décret qui a été pris en application de la loi, la loi AGEC. Ce décret, qui est assez important à connaître, qui est le décret numéro 2021-321 du 25 mars 2021, relatif à la traçabilité des déchets, des TRSKV et des sédiments. Donc là encore, très important, les TRSKV sédiments sont vraiment nommés dans le titre du décret. Et alors, quelles sont les dispositions concernant les TRSKV et les sédiments? Donc pour les TRSKV avec ou sans statut de déchet, ce texte précise que la tenue d'un registre chronologique est obligatoire pour les personnes qui produisent ou expédient des TRSKV ou des sédiments à chaque fois, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement des TRSKV des sédiments, et les personnes qui valorisent les TRSKV et les sédiments. Autant dire tous les acteurs de la chaîne, en fait. Voilà. Donc, il s'agit de registres chronologiques, registres chronologiques de production, expédition et réception de ces terres. Voilà. Alors là, il est précisé que ce registre est conservé pendant au moins 3 ans. On verra qu'il y a des exemptions, notamment si les registres sont transmis au registre national électronique. Alors là, attention, ce qui est important à avoir en tête, c'est que dans un premier temps, ces obligations de tenue d'un registre, c'est uniquement un registre, on va dire, interne aux entreprises. Et on est sur la base d'un registre chronologique qui peut être alors électronique, papier. Bon, de plus en plus, on est sous format quand même électronique, on va dire. Mais c'est vraiment quelque chose d'interne aux entreprises qui doit être mis à disposition de l'administration lors des contrôles, bien évidemment. Mais on parle vraiment de registre interne. Par contre, ce décret précise que ce contenu des registres internes doit être remonté à un registre national électronique, registre national électronique pour certains acteurs, et donc notamment les acteurs sont les personnes qui produisent ou traitent des TRSKV ou des sédiments, et y compris les personnes qui effectuent une opération de valorisation des TRSKV et des sédiments, et les personnes qui exploitent une installation de transit ou de regroupement de TRSKV ou de sédiments. Donc il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont aussi redevables de la remontée de leur registre à un registre national électronique que je vais évoquer un petit peu après. Voilà. Ces déclarations doivent être montées aussi pour les exploitants d'installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet, typiquement, donc les installations qui font de la SSD, la sortie de statut de déchet. Finalement, on voit que seuls les transporteurs, les courtiers et les négociants ne sont pas concernés par la transmission de ces informations au registre électronique, même si ces personnes-là doivent tenir un registre chronologique interne, malgré tout. Voilà. Alors, le contenu des registres, il est précisé dans un arrêté qui a été pris le 31 mai 2021 et qui fixe le contenu des registres déchets, TRSKV et sédiments. Voilà. Donc, j'ai mis les liens dans cette présentation. Donc, vous pourrez aller voir les liens Légifrance vers ces documents réglementaires. Alors, pour résumer, quelques petits tableaux de synthèse, parce que des fois, ça peut paraître un peu obscur. Voilà, donc ce qu'il faut préciser, c'est que les TRSKV non dangereuses dans ce cas-là, avec ou sans statut de déchet, dans ce cas-là, on a une tenue de registre chronologique qui s'applique, avec une conservation qui doit durer 3 ans, mais une exemption de conservation si on effectue une transmission registre électronique. Voilà.
On crée une base de données nationale qui est le registre national électronique, hein, pour la plupart des acteurs, et ces acteurs doivent remonter leurs informations à ce registre électronique, hein, voilà, à l'exception des transporteurs, courtiers et négociants. Voilà. Comme je disais, donc une fois qu'un registre chronologique est transmis au registre national, il n'est pas nécessaire de le conserver, hein, voilà. Les données sont disponibles à l'administration au sein de ce registre électronique, hein. À noter encore qu'on a des exemptions qui sont pour les ménages, qui sont pour les petits volumes, notamment pour les volumes inférieurs à 500 mètres cubes, hein. Pour tout ce qui est volume inférieur à 500 mètres cubes, on n'a pas à tenir de registre, hein. Voilà. Et lorsque les terres sont utilisées sur le site même de leur excavation, dans la limite d'une distance parcourue par les terres au maximum de 30 km. C'est-à-dire que si euh, les terres ne bougent pas de plus de 30 km sur un site, ces terres-là, on ne va pas être obligé de tenir un registre chronologique interne ou de transmettre ces infos à un registre électronique, hein. Voilà, alors on a des obligations qui sont un peu différentes, hein, pour les terres excavées dangereuses cette fois-ci, attention. Donc là, je parle vraiment des terres excavées qui peuvent être polluées et qui sont classées comme dangereuses, ou des terres excavées qui contiennent de l'amiante. Dans ce cas-là, on devra émettre un bordereau de suivi de déchets dangereux ou un bordereau de suivi de déchets amiantifères, hein, euh, donc via une application qui s'appelle Track Déchets, que je vais évoquer un petit peu après, hein. Et le registre électronique, dans ce cas-là, il est alimenté automatiquement par cette déclaration via Track Déchets. Donc à chaque fois, on a vraiment une seule saisie à faire, quoi. Voilà. Et toujours des exemptions, hein, donc pour les ménages notamment, pour les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets, euh, et pour les personnes qui sont admises à déposer les déchets dangereux dans des déchetteries, hein. Donc là, on parle vraiment de petites quantités, en fait, qu'ils les remettent à un collecteur. Voilà. Donc voilà pour ce petit résumé. Alors maintenant, pour les outils qui sont à disposition, les outils réglementaires qui sont à disposition, on a d'une part l'outil Track Déchets, qui est disponible au 1er janvier 2022, qui permet d'émettre des BSD, des bordereaux de suivi de déchets. Donc là, on parle vraiment uniquement de déchets dangereux. Donc vous devrez utiliser Track Déchets uniquement si vous avez des terres dangereuses, en fait, quoi. Donc, qui permet d'émettre tout type de bordereaux, hein, de bordereaux de déchets dangereux, on va dire, quoi. Voilà. À noter qu'il y a une période de tolérance, hein, au premier semestre 2022, c'est-à-dire que les BSD papier sont encore autorisés jusqu'au 1er juillet 2022, le temps que les entreprises s'interconnectent à l'application, hein. Au-delà, en fait, les BSD papier ne seront plus admis et ce sera uniquement des BSD électroniques qu'il faudra émettre via Track Déchets. Et ensuite, tout ce qui est dasserie, etc., vous, ça ne vous intéresse pas. C'est vraiment des déchets assez spéciaux, quoi. Voilà, hein, donc un petit exemple de l'application Track Déchets. On pourra consulter les registres consacrés aux déchets dangereux à travers cette application, hein, en 2022. Voilà. Après, il y a diverses modalités qui seront mises en place en 2022. Ensuite, le registre national électronique, hein, que j'évoquais tout à l'heure, donc il est disponible au 1er janvier 2022. Hein. Donc à travers une application qui permet de déclarer, consulter et modifier les registres chronologiques, donc pour les déchets non dangereux, les terres excavées et les sédiments. Vous trouverez le lien vers l'application. Voilà. Et puis, vous avez un site d'accompagnement aussi qui est proposé. Si vous tapez RNDTS, donc Registre national des déchets, terres excavées et sédiments, dans votre moteur de recherche préféré, vous trouverez en fait le lien vers le site internet, hein, qui vous donnera toutes les explications. Il faut savoir que ce registre, qu'à ce registre, finalement, la période de tolérance qu'on a pour Track Déchets s'applique aussi, hein. C'est-à-dire que la remontée des informations à RNDTS donc, doit se faire normalement en théorie à partir du 1er janvier 2022, mais on a une période de tolérance jusqu'au 1er juillet 2022. Voilà, avec voilà une petite copie d'écran à quoi ressemble l'application actuellement. Et on a plusieurs évolutions, hein, qui sont prévues courant 2022. Donc, une création de profil, alors super administrateur, c'est plutôt administrateurs généraux qui
qui vont pouvoir agréger finalement tous les profils d'une entreprise donnée, en fait, parce que actuellement, les informations sur les connexions sont effectuées par SIRET, on va dire, donc par établissement. Donc l'idée, c'est qu'on mette en place un profil type entreprise où une entreprise peut avoir accès à l'ensemble de ces registres, on va dire, quoi. Des notions aussi d'export, d'import de données au format CSV, on va dire, quoi. Des résumés statistiques. Et puis, dans ce que j'ai pas mis, c'est que des API, on va dire, seront disponibles bientôt. Alors, une API, c'est quoi? C'est de la documentation qui permet d'interfacer des systèmes existants. Par exemple, si des entreprises disposent de systèmes à eux, on va dire, quoi, à elles pourront interfacer ce registre national à leurs applications. Voilà, donc je pense qu'au niveau du... Moi, j'ai à peu près fait mes 20 minutes là. Donc, j'ai terminé. Alors, je suis à disposition pour répondre à des questions plutôt à la fin de la session, si j'ai bien compris, quoi. Voilà, Oui, donc je reste connecté pour répondre à vos questions à la fin de la session. Voilà. Merci à tous. très bien. Merci beaucoup, Samuel. Merci d'avoir décrypté pour nous toute cette réglementation qui effectivement peut paraître un peu obscure. Donc les questions, elles sont notées au fur et à mesure dans le chat. Et maintenant, donc c'est Fabienne d'Ermenonville qui va intervenir. Donc Fabienne, tu peux tu peux partager ton écran si tu le souhaites. Donc Fabienne, elle est ingénieure en géotechnique chez Egis, spécialiste en matériaux de terrassement, matériaux excavés. Fabienne, elle a travaillé sur les aspects matériaux de nombreux projets en France, comme par exemple les projets du Grand Paris Express, EOL, TELT, Anneau des Sciences, et également à l'étranger, notamment Métro de Belgrade. Elle est membre du GT35 de l'AFTES et du CNT, qui est le comité de normalisation des terrassements. Fabienne, Oui. Oui, bonjour à tous, et puis merci d'être présent pour ce séminaire très intéressant. Moi, je vais vous présenter l'approche un peu côté maître d'œuvre de tout ce sujet qui est de gestion de déblais. Donc, après quelques petits éléments de contexte rapides, je vais vous parler un petit peu des principaux enjeux à garder en tête. Des impacts que la gestion des déblais peut avoir sur la conception d'un projet. Et puis, je vais faire des focus sur 3 points que j'ai choisis. Bon, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais j'ai choisi 3 points particuliers que je vais vous présenter. Donc, un petit focus sur tout ce qui concerne la caractérisation des matériaux, un petit focus sur tout ce qui concerne les emprunts chantiers, un autre focus sur ce qui concerne le transport des matériaux. Donc, en termes de contexte, Samuel, avant moi, vous a précisé largement le contexte général. Donc, pour être relativement brève, avant 2008 ou 2010, pour la transposition en droit français, la gestion des déblais excavés sur des projets d'infrastructure ou autres, c'était on cherche un endroit où faire des tas et puis, en gros, on s'en lave les mains. Donc, après 2008, 2010 en droit français, ça a été l'apparition du statut de déchet pour les terres excavées. Donc, ça a mené ça a mené à prendre en compte tout un tas de choses que jusqu'à maintenant, on ne prenait pas forcément en compte en tant que maître d'œuvre. Donc, c'est une démarche quand même qui, bon, là, j'ai fait un focus avant 2008, après 2008, mais qui s'est mise en place vraiment progressivement depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est un sujet qui reste relativement neuf. Les intérêts contradictoires, donc là, j'ai repris une notion d'économie, c'est le triangle d'incompatibilité de Roderick, hein. La gestion des déblais doit jouer avec 3 enjeux classiques, je dirais, sur un chantier, donc la maîtrise des coûts, la tenue du planning et puis la maîtrise de la qualité de l'image du projet. Pour ce faire, ces 3 objectifs n'étant pas atteignables, on va dire, à 100% en même temps, l'objectif du maître d'œuvre va être de viser un optimum qui permettra, en gros, de préserver les intérêts de chaque partie prenante et d'arriver à une conception où chaque partie prenante y trouvera son intérêt, on va dire. Donc,
En termes d'intérêt de chaque partie prenante, de manière un petit peu générale, évidemment, chaque projet, comme chaque projet d'infrastructure classique, on va dire, est différent. On va dire que chaque projet est plus ou moins un prototype. Il dépendra de plusieurs facteurs, j'en ai mis quelques-uns ici. Donc, la sensibilisation et la connaissance du sujet des différents acteurs, ça paraît relativement évident, mais ça s'applique également chez le maître d'œuvre. Il faut quand même voir que chez le maître d'œuvre, ce n'est pas une culture classique de gérer les déblais, donc c'est un sujet qui des fois peine à trouver de l'intérêt du répondant chez le maître d'œuvre. Chaque projet dépendra de la stratégie privilégiée par les différents acteurs. Donc, quel critère sera privilégié? À titre d'exemple, chez les maîtres d'ouvrage, par exemple, il y en a qui vont vraiment accompagner la démarche, donc faire des démarches très amont, essayer de gérer la problématique assez en amont, et d'autres qui reporteront toute la responsabilité sur les entreprises par le biais de gestion des déblais, un prix excavé, transporté, mis en dépôt, par exemple. Un autre sujet important à regarder quand on traite ce genre de problématique, c'est les acteurs en présence. Donc, il est évident que, en fonction de la sensibilité, de la culture du maître d'ouvrage, on aura d'autres approches. Donc, en général, les gros maîtres d'ouvrage sont très sensibilisés à ce genre de problème. Ce n'est pas forcément le cas des plus petits acteurs. Chez les entreprises, c'est pareil. Moi, quand je fais des jugements des offres, j'aime bien regarder les CV des personnes qui mettent en responsabilité de gestion des matériaux excavés. Puis, ça donne déjà une idée en fonction, je dirais, du profil de la personne qui est mise à gérer ce genre de problématique. Ça donne déjà une idée, je dirais, de l'importance du sujet chez les acteurs. Dans tout ça, le maître d'œuvre, il aura le rôle il sera un petit peu entre le marteau et l'enclume, là, comme je l'ai illustré. Il aura un petit peu le rôle de concilier au mieux possible les intérêts des différents acteurs. Donc, en termes d'impact sur un projet, la gestion des déblais a évidemment un impact en termes de coûts, aussi bien direct qu'indirect. Donc, des choses qui paraissent, je dirais, relativement évidentes aujourd'hui, vu l'historique, c'est le retour d'expérience qu'on a sur les chantiers. Mais il y a encore quelques années, certains des postes là que je vous cite, où j'ai fait la petite liste, pouvaient être carrément oubliés dans une estimation de projet. Donc évidemment, il s'agit du coût de toute la logistique liée à l'évacuation des déblais, le coût lié à la caractérisation, le coût du stockage aussi bien définitif que provisoire, avec les coûts de dépôt et de reprise de matériaux liés au stock tampon, et le coût du foncier avec tout ce qui est lié aux emprises chantiers qui sont nécessairement un peu plus grandes pour gérer la problématique des déblais, les coûts liés au stockage des déblais proprement dit, les coûts liés à des éventuelles stations de traitement des matériaux et d'autres. En termes de planning, il ne faut pas négliger le fait que le fait de gérer les déblais amène des pertes de cadence à l'extraction souvent, donc avec des nécessités de tri, le fait que les surfaces des zones de stockage sont souvent limitées et peuvent empêcher les engins de tourner à leur cadence maximale. Ne pas oublier non plus la durée des essais de caractérisation qui peuvent être assez longs quelquefois et durer plusieurs jours. Les contraintes liées aux exutoires en termes de distance et de disponibilité et les délais d'instruction des procédures administratives qui peuvent être assez longs et créer des contraintes assez importantes sur le planning d'un chantier. Pour la suite, j'ai volontairement choisi des articles de journaux ou autres très subjectifs, parce qu'un impact important sur les projets en termes d'image et en termes d'image, parce qu'effectivement, le sujet de terre excavée a tendance à faire la une de certains journaux ou médias. Donc, voilà, les morceaux comme je vous le disais, les morceaux que j'ai choisis ne sont pas forcément très, très subjectifs, mais c'est le genre de choses qu'on peut voir apparaître dans les médias, aussi bien dans les journaux, sur Internet, que voire même à la télévision, sur des compléments d'enquête ou autres. Donc, pour un maître d'ouvrage, c'est quand même très important d'avoir, je dirais, d'avoir une gestion exemplaire des déblais.
Dans la diapo suivante, je remis un petit peu voilà, un ensemble des sujets un petit peu évoqués par avant. Donc, les sujets à ne pas oublier dans la conception, à chaque fois associés à des sujets planning, coût ou qualité image. Voilà, il y a une certaine quantité de petites vignettes, mais il pourrait y en avoir d'autres. Et on en découvre un peu, je dirais, tous les jours ou presque. Donc voilà. Je vais maintenant faire un petit focus sur les différents sujets dont je vous parlais en introduction. Donc, je vais commencer sur l'aspect caractérisation. Donc, en caractérisation, on fait référence essentiellement à deux documents, à savoir une approche que j'appellerais plus SOL parce que c'est plutôt l'approche euh, l'approche voilà, qui est prédominante sur des projets, on va dire creusés ou tunneliers, pression de terre ou à pression de boue. Donc, les matériaux sont triés aujourd'hui suivant les critères, les seuils du décret du 12 décembre 2014 qui définit si les matériaux sont inertes, non dangereux, dangereux. D'autres catégories ont été créées au fur et à mesure des chantiers pour faire face à des spécificités en termes en particulier de taux de sulfate des matériaux sur le bassin parisien. Donc des catégories telles que Easy Plus ou TN+. Et il faut savoir que la réglementation est sans cesse en évolution, et ça, Samuel nous l'a bien montré tout à l'heure. Donc, il n'est pas exclu que, au fur et à mesure des retours expérience des chantiers en cours, il y ait encore des évolutions de la réglementation. L'approche que j'appelle plus roche parce qu'elle est plus liée justement à des matériaux valorisables qu'on rencontre en particulier sur les chantiers de TELT. Donc, c'est l'approche suivant le GT35 de l'AFTES qui met en lien des matériaux avec surtout des possibilités de valorisation. Donc, classe 1 étant la valorisation pour granulat béton et route, la plus noble. Classe 2 pour des usages plutôt remblais, puis 3A et 3B, des classifications indiquées comme étant de mauvaise qualité, mais qui peuvent être, 3A en particulier, qui peuvent être réutilisées suivant certaines conditions. Donc ça va être nos référentiels de base pour classer les matériaux. Et pour classer les matériaux, donc par rapport au métier, de géotechnique classique, on va considérer des choses qui sont assez différentes, qui sont plus, à l'interface entre vraiment la géotechnique pure et puis l'environnement. Alors, en géotechnique pure, ce qui va nous intéresser pour des conceptions de gares ou autres, ça va être essentiellement les caractéristiques, mécaniques des matériaux, les cisaillements, déformabilité, consolidation, perméabilité. Donc, tout ça, dans l'objectif, je l'ai mis de manière un peu brute, pareil, dans l'objectif de faire des calculs avec des coefficients de sécurité. Ce sujet a son importance par la suite. Dans l'approche gestion des déblais, on va évidemment regarder la caractérisation GTR, surtout dans une optique de valorisation, mais d'autres critères qui sont liés à la siccité, l'humidité des déblais, la densité, les caractéristiques chimiques, et j'ai mis autre à la fin parce que, comme je disais précédemment, la réglementation étant en évolution constante, il n'est pas exclu que d'autres critères apparaissent. Donc, dans la projection des déblais, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est valoriser les déblais ou les mettre en stock quelque part au meilleur prix. Et par contre, là-dessus, il n'est pas question, je dirais, de coefficient de sécurité. On va approcher ça dans la diapo suivante. Ne serait-ce que pour déterminer un tonnage transporté, le tonnage transporté va dépendre de pas mal de critères. Donc, évidemment, des faciès traversés. Donc, je vous ai mis là, pour exemple, sur une ligne du Grand Paris, les densités du marin qui ont pu être mesurées sur certains faciès. Alors, j'ai bien précisé, attention, les mesures sont au peson parce que la façon de mesurer aussi les choses a son importance. Donc, on voit que finalement, sur les sables de Beauchamp, par exemple, les densités sont assez variables et ça peut avoir un impact assez important sur
Sur le prix final, j'ai fait le petit calcul là rapidement. En fait, quand une erreur de 0,05 sur la densité des matériaux aurait un impact financier de l'ordre d'une cinquantaine de millions d'euros à l'échelle du Grand Paris. À l'échelle d'une ligne, c'est au-dessus de 3 millions d'euros. Donc 0,05 sur une densité, c'est vraiment rien du tout. Par rapport aux faciès traversés, il y a aussi, et en lien avec les méthodes constructives, euh, bon, je reprends. Les méthodes constructives vont avoir aussi un impact sur la densité du tonnage, enfin la densité des matériaux et le tonnage transporté. En terrassement conventionnel, on n'ajoute pas forcément d'adjuvant, d'eau ou quoi que ce soit dans les matériaux, donc la densité en place, c'est à peu près la densité mesurée, la densité transportée. Par contre, dès qu'on commence à être dans le creusement au tunnelier ou le creusement les parois moulées, euh, pour permettre le creusement, on va avoir l'ajout de différents composants, d'additifs, adjuvants ou eau, etc. Donc, les densités mesurées en place rien avoir à voir, c'est un peu exagéré, mais les densités transportées vont être bien plus importantes que celles qui sont mesurées. Euh, pour revenir aux faciès, par exemple, quand on se retrouve à creuser dans des marnes qui sont un petit peu collantes, pour dire comme ça, le pilote de tunnelier va rajouter plus d'eau pour permettre le creusement, et ça a un impact évidemment sur le tonnage transporté des matériaux. Donc, d'où le lien avec le faciès traversé. Pour les parois moulées, les retours d'expérience des premières lignes sur le Grand Paris montrent que par rapport au prévisionnel, on a en général plus 25 à 30% en termes de tonnage transporté. Donc, c'est loin d'être négligeable. Les méthodes de mesure, donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure par rapport à la façon de mesurer les densités. Il faut savoir que des différences assez significatives sont observées entre ce qui est pesé au peson du tunnelier par rapport à ce qui est pesé à la bascule. Donc ça, à la bascule, en général, on trouve des densités bien plus élevées que ce qu'on trouve au pesant du tunnelier. En général, je dis par rapport au tour d'expérience que je peux avoir sur les chantiers sur lesquels j'ai travaillé. Et la petite cerise sur le gâteau, entre guillemets, c'est ce que j'ai appelé le coefficient d'évaporation, est simplement lié à un critère auquel on ne s'attendait pas vraiment, à savoir la différence de tonnage entre les pesées sorties de site et les pesées entrée des exutoires. Donc, les statistiques qu'on a pu faire sur des chiffres, on va dire, significatifs, montrent quand même, sur 34 000 bondes pesées, très exactement, un peu plus de 34 000, montrent en moyenne, sur un camion de 25 tonnes, on a à peu près 300 kilos en moins entre la sortie de site et l'entrée à l'exutoire. Donc, c'est 300 kilos qui sont évaporés, entre guillemets. Donc, donc je dirais dans ce sens-là, c'est bien pour le maître d'œuvre, ça va dans le bon sens. Mais voilà, quelques centaines de kilos, vu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au tonnage transporté, ça représente vite quelques millions d'euros. Pour ce qui s'agit du critère prix, alors j'ai pas mis des prix parce que tout est éminemment variable en fonction du contexte des chantiers ou autre. Euh, les ratios que je vous ai indiqués là représentent un petit peu les ratios qu'on a pu observer sur les chantiers actuellement. Donc, effectivement, on voit tout de suite que par rapport à NISI, on va dire qu'il y a si on se trompe, s'il y a une incertitude sur la détermination d'une catégorie de matériaux, ben, tout de suite, les prix peuvent être multipliés par 2, 3 ou 4. J'ai fait également le petit calcul pour mettre des chiffres en face de tout ça. Je dis, à l'échelle du Grand Paris, si 1% des matériaux sont dirigés vers une mauvaise catégorie, ça représente, sur les 43 millions de tonnes du Grand Paris, ça représente 25 millions d'euros si les matériaux ISDI vont finalement ISDI+. Et 1% des matériaux, à l'échelle des incertitudes sur les études qu'on peut avoir, c'est vraiment négligeable.
Je vais ensuite faire un petit focus sur les emprises chantier. Donc, tout ça, donc, toujours par rapport au travail du maître d'œuvre, hein, pour tout ce qui est conception des emprises. On se retrouve face à deux cas de figure. Dans un cas, tout ce qui est gare et ouvrages annexes, qui en général sont excavés en terrassement traditionnel. Les gares et ouvrages, enfin, tout ce qui est gare et ouvrages annexes sont par définition, enfin, commencent de la surface et elles peuvent être impactées par des pollutions anthropiques ou naturelles, d'où la nécessité de trier. Par contre, dans le cas des gares ouvrages annexes, en général, on a possibilité de faire des reconnaissances préalables, ce qu'on appelle les précaractérisations, ce qui nous permet de définir je dirais des mailles à excaver qui sont caractérisées et de faire, en suivant géométriquement les excavations, de faire des évacuations en direct des déblais vers les exutoires appropriés sans passer par un stock tampon. Un cas un peu particulier, c'est les déblais des paromoulés qui nécessitent d'être stockés sur site et de décanter avant d'être amenés vers les exutoires adéquats. Je vous ai mis ici un petit peu un logigramme de gestion des chantiers au droit des ouvrages à ciel ouvert. Donc, bon, ça c'est un logigramme, on va dire, classique du Grand Paris, avec une analyse tous les 200 mètres cubes, qui représente qui permet d'établir un maillage, un plan de terrassement. Et après l'excavation, il y aura un stockage tampon, mais pour le coup éventuel, et puis une évacuation directement suivant la filière. Juste à titre d'exemple, un petit plan d'emprise d'un ouvrage annexe, pas nécessairement pour montrer un plan, mais pour montrer que dans 2000 m², enfin dans 3000 m², il faut des fois se creuser la tête pour rentrer tout ce qui est à rentrer, enfin souvent quand même, à savoir les circulations de chantier, les zones de stockage, les fosses à déblais pour le coup, là, liées aux parois moulées, les traitements des eaux d'exor, tous les matériels, enfin voilà, c'est dans des contextes urbains. Tout ce qui est, tout ce qui est émergence des ouvrages à ciel ouvert, c'est vraiment un casse-tête. Et puis là, dans l'absolu, il faudrait même également caser la balance de chantier. À ne pas oublier, c'est peut-être un détail, mais on a déjà eu des réclamations sur des chantiers parce qu'on n'avait pas indiqué explicitement sur des plans d'installation de chantier qu'il fallait mettre une balance. Donc, même les petits points sont à vigiler, à surveiller avec vigilance. Dans le cas des déblayos tunneliers, alors là, en général, c'est assez rare qu'on ait des pollutions anthropiques, vu qu'on creuse en profondeur. Par contre, d'un point de vue réglementaire, ce ne sont pas toujours des terres inertes qui peuvent être polluées, entre guillemets, naturellement par les métaux qui sont naturellement présents, les métaux ou les sulfates ou autres qui sont naturellement présents dans les sols. Donc ici aussi, on a une nécessité de trier. Par contre, au contraire des gares ou autres ouvrages à ciel ouvert, on a très peu de possibilités de reconnaissance préalable le long du tracé. Et vu les volumes concernés, il est souvent peu envisageable de trier directement sur site, surtout quand on est dans un contexte urbain. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste disposer d'un stock tampon très limité sur le site même et puis utiliser des plateformes intermédiaires pour trier et stocker les déblais. Le principe en termes de logigramme passe par une étape de plus par rapport aux ouvrages à ciel ouvert, donc l'excavation, un stockage tampon mais de volume limité, un convoi vers la plateforme de tri sur lequel on pourra faire les essais pour identifier les matériaux. Et ensuite, un traitement des matériaux, une évacuation suivant la filière définitive. Une plateforme de transit et de tri de déblais, en fait, c'est assez fonctionne en pouvant stocker les déblais et être capable de faire les essais de sol qui sont nécessaires. Donc, les analyses des sols, j'ai marqué 3 à 5 jours. Certains laboratoires sont capables de les sortir en 2 jours. Hein. Donc, malgré tout, ça signifie par rapport à des cadences de tunnelier,
il faut être capable de stocker, on va dire, 5 à 6 jours de déblais sur la plateforme de stockage. Donc, le stockage, pareil, hein, il y a différentes façons de le faire. Soit un stockage hors sol. Donc, là, la petite image que j'ai mise illustre très mal le truc parce que vu qu'on veut éviter le mélange des matériaux, en général, on met des Legos entre pour éviter le mélange. En tout cas, stockage hors sol, c'est celui qui prend le plus de place. On peut voir également tout ce qui est stockage en casier enterré ou semi-enterré. On peut même envisager, bon, c'est quand même plus de contraintes, un stockage entre guillemets directement dans des conteneurs dans le cas où les matériaux sont ensuite évacués par train. Donc voilà. Donc, ce que je vous disais, 5 à 6 jours de creusement, si on prend des hypothèses de creusement des tunneliers de 20 mètres par jour, plus ou moins en pic, ça représente quand même à peu près 9000 mètres cubes de matériaux à stocker pour les tunnels type Grand Paris, hein. Donc, ça nécessite une place qui n'est pas négligeable. Donc, en général, on compte sur 2 à 3 hectares pour être à l'aise. Dernier petit point sur le transport des déblais. Donc, j'ai fait un petit tableau comparatif sur les différents types de transport en jugeant suivant différents critères, hein. Donc, la souplesse d'utilisation, leur adaptation aux différentes distances de transport, leurs coûts. Alors, c'est des coûts qui sont issus du schéma de directeur des vacations des déblais du Grand Paris, là, qui sont un peu vieux, mais c'était juste pour donner une idée des différents coûts. Leur opérationnalité, enfin leur pertinence en fonction du contexte, la logistique associée, et puis l'acceptabilité politique qui est loin d'être un critère à négliger. Donc en fait, ce qu'on voit quand même, c'est que le transport routier est quand même un transport assez souple, c'est le plus cher, le plus mauvais, je dirais, en bilan carbone. Il est adapté plutôt à des distances courtes. Par contre, effectivement, les riverains et autres sont... enfin, c'est un moyen de transport qui est en général très mal accepté par les riverains et les avoisinants. Enfin, voilà. Le transport fluvial est un petit peu un intermédiaire, peut faire voyager des matériaux sur des longues distances. Demande une petite logistique associée, donc créer des plateformes de chargement, et c'est un moyen de transport qui est relativement bien accepté par les riverains et les tiers. Et puis le transport ferroviaire, mais je vais redévelopper tout ça par la suite, hein, qui est aussi adapté à des distances de transport qui sont longues, qui demandent pas mal de logistique, hein, pour la mettre en application et qui demandent d'anticiper énormément le sujet. Fabienne, il faut accélérer un tout petit peu. Pardon, est-ce que je n'ai pas de montre, effectivement. Bon, je vais aller plus vite. J'ai bien fait de traiter les 3 sujets. Donc, juste, voilà, par rapport au Grand Paris, pour quelques chiffres, hein, les 40 millions de tonnes de déblais estimés sur 10 ans, ça représente, chargé dans des camions, à peu près la moitié le tour de la Terre ou Paris-Nouvelle-Zélande en camion. Donc, c'est pas rien. Donc, ce que je vous disais également sur le tonnage transporté, le fameux coefficient d'évaporation là, des matériaux, ça représente sur une ligne à peu près 60 000 camions, donc c'est pas rien. Donc c'est un peu ce que je vous disais, je reprends un petit peu ce que je vous disais sur le tableau de synthèse, hein, pas d'aménagement particulier, pas de rupture de charge et chargement rapide. Le transport fluvial nécessite l'aménagement d'un quai de chargement. Il y a des ruptures de charge, donc ça a un impact sur les coûts. Il faut prendre en compte les durées de chargement et de déchargement, hein, quand même. Donc voilà, je vous ai mis un petit exemple de ce qui peut être fait. Donc, quand on a des contraintes un peu particulières de survol d'infrastructures existantes, souvent on est amené à créer des bandes transporteuses ou équivalents. Sinon, on peut tout simplement charger des bennes à l'appel mécanique. Et pour ce qui concerne le transport ferroviaire, c'est ce que je vous disais également dans le petit tableau de synthèse. L'aménagement d'une installation terminale embranchée représente souvent quelques millions d'euros.
Il y a une rupture de charge parce qu'il faut un préacheminement et il faut prendre chaque fois en compte la durée des opérations de chargement. Donc, ils sont qui peuvent prendre pas mal de temps. Donc, je citais ce qu'on prend en compte quand on mesure des cadences des transports des déblais. Et le fait de pouvoir réserver des sillons avec la SNCF, c'est une opération qu'on doit prendre en compte assez longtemps, assez en amont dans un projet. Bon, d'autres contraintes. Bon, là, du coup, je vais aller vite comme je suis en retard. De toute manière, la présentation sera disponible sur le site du CFMS. Le choix des véhicules de transport est à regarder également. Des choses innovantes ont été faites là, dans le cadre du Grand Paris sur des techniques de wagons à bascule, ce genre de choses. Et puis voilà, vous avez juste mis là un petit plan d'une plateforme de chargement, pas pour vous montrer un plan pareil, mais pour montrer que la conception d'une installation terminale embranchée, c'est vraiment la conception d'un vrai, entre guillemets, ouvrage de génie civil, donc quelque chose qui peut être assez lourd et assez coûteux. Donc voilà. Donc merci à tous. Désolée d'avoir été un peu longue et puis. Je suis à votre disposition, pareil comme Samuel, à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Ok, bah merci beaucoup Fabienne, c'était très intéressant. On va tout de suite enchaîner avec Samuel Soroka. Donc Samuel Soroka est directeur de travaux au sein de la société SAD Travaux Spéciaux. Il a 13 ans d'expérience dans le domaine du génie civil et des transports souterrains. Il est actuellement directeur du projet de création d'un bassin de stockage d'eau pluviale à Paris, dans le 13e arrondissement, le bassin d'Austerlitz. Et d'ailleurs, c'est sur cet ouvrage que porte sa présentation. Bonjour à tous. La parole, ouais. Oui. Isabelle, vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la présentation à l'écran? Oui, parfait. D'accord, parfait. Eh bien, bonjour à tous. Samuel, je vais vous illustrer la gestion des déblais sur le chantier du bassin d'Austerlitz et parler un peu des problématiques et solutions rencontrées. C'est un chantier qu'on réalise à 5 entreprises urbaines de travaux, SAD, Blessac, Soletanche-Bachy et Cefi Intrafort, pour la ville de Paris, la section d'assainissement. Globalement, je vais vous présenter le projet assez rapidement, une idée des quantités volumes, ensuite de parois moulées et terrassement, un focus sur les données qu'on avait à l'appel d'offres dans le dossier de consultation, et ensuite les études qu'on a menées sur le chantier pour la gestion des déblais, et enfin la partie travaux, donc l'exécution, en termes aussi les choix des exutoires, les événements qu'on a pu rencontrer, et aussi un bilan assez rapide et assez synthétique. Au niveau du projet, sur les travaux à réaliser, on a un bassin de stockage d'eau pluviale à réaliser dans le square Marie Curie à Paris 13. C'est un bassin réalisé en parois moulées. C'est l'objet de la présentation, c'est l'ouvrage principal. Et ensuite, on a des ouvrages prise d'eau qui nous permettent de relier un intercepteur vers ce bassin pour amener les eaux pluviales, pour que ce bassin assure sa pleine fonction. Une rapide vue en plan du projet. Donc, en bas à gauche, vous voyez le grand cercle. C'est le square Marie Curie, donc le bassin qui fait 50 mètres de diamètre intérieur et un volume utile d'un peu moins de 50 000 mètres cubes. Et le trait rouge qu'on voit sur toute la largeur est l'intercepteur qui va amener les eaux vers ce bassin. Une petite vue du bassin donc, qui est composée d'une paroi périphérique, une paroi moulée qui va à 60 mètres de profondeur, composée de 23 panneaux. Et des barrettes intérieures pour assurer la structure, 20 barrettes d'une profondeur de 80 mètres. Et ensuite, le terrassement de la boîte, une fois ces fondations réalisées dans la foulée. Au niveau des quantités, pour avoir un ordre de grandeur, donc on a un peu moins de 20 000 mètres carrés de parois moulées à réaliser, que ce soit pour le bassin ou pour les barrettes, qui représentent à peu près 20 000 mètres cubes. Soit 45 000 tonnes, avec une densité d'environ 2,25 mesurée sur site. Et ensuite, le terrassement de l'ouvrage à moins 35 mètres, donc 70 000 mètres cubes,
avec une densité moyenne proche de 2, donc ça nous amène à 140 000 tonnes. Donc au niveau du DCE, du dossier de consultation qu'on avait pour répondre à l'appel d'offres, donc on avait un dossier de sondage et une analyse, une évaluation. Je parle surtout en termes de gestion de terres polluées, parce qu'on est sur un site sur lequel on a retrouvé des échantillons avec des pollutions, forcément avec des exutoires à choisir en fonction. Donc malheureusement, on n'avait pas énormément de données, et notamment la donnée qui est un peu pêchée, ce sont les sondages en profondeur, parce que comme je le disais, on a des fondations qui descendent à 80 mètres. On n'avait pas forcément ces informations, donc c'est un peu difficile d'évaluer les quantités en conséquence. Donc nous, de l'analyse qu'on avait fait dès la phase DCE, c'est que l'évaluation était un peu tronquée, parce qu'il y avait peu de données en grande profondeur. Et donc, dans notre préparation de chantier, le but était d'estimer les quantités de terres polluées au maximum, parce qu'on est sur des marchés avec des quantités de terres polluées assez importantes. Donc forcément, avec des quantités qui sont payées au bordereau de prioritaire, donc aux quantités réelles. Donc que ce soit pour nous comme pour le maître d'ouvrage, il est important d'assurer un suivi du budget et savoir quel est l'ordre de grandeur des dépenses liées à ce traitement des terres polluées. Donc au niveau du chantier, on a, dans le cadre des sondages de mission géotechnique, on a ajouté des sondages de caractérisation. Donc pour le bassin, on a prélevé des échantillons, donc on avait toute une série de sondages, donc 218 échantillons prélevés sur 8 sondages, donc avec une profondeur pour chaque sondage allant de 7 à 77 mètres, en fonction de ce qu'on voulait chercher. On voit une vue en plan de l'implantation des sondages, donc on voit le bassin circulaire. Donc l'idée, c'est de ne pas coller les sondages sur un même endroit, de les disséminer pour avoir une idée, et après un découpage, un camembert, parce que là, on a une forme circulaire, de cet ouvrage qui soit cohérent, que les échantillons qu'on prélève soient cohérents avec la réalité de ce qu'on va évacuer. Donc, les sondages nous ont permis d'avoir ce qu'on appelle des anomalies, donc des pollutions. Bon, je ne m'étendrai pas forcément sur le caractère de ces pollutions retrouvées, mais on s'attendait forcément, de par le dossier de consultation et les études menées avant l'appel d'offres, et aussi par le biais du contexte, à retrouver des sondages avec des pollutions, que ce soit naturelles ou des pollutions apportées par le passé, par l'activité humaine. Donc on a retrouvé des hydrocarbures, un échantillon de PCB, c'est assez à la marge, et des échantillons sur du carbone organique total. Donc on voit qu'il y a quand même une part importante des sondages dans lesquels on retrouve des pollutions. Donc avec ensuite un petit détail sur les dépassements de seuil. On a plusieurs critères. Après, on recherche quels sont les seuils qui sont dépassés. Ici, en termes de pollution, ce qui nous a amené à de la classe 1, c'est surtout du sélénium qu'on a trouvé, qui n'est pas en grande quantité, pas en grande masse par rapport à l'échantillon, mais qui est quand même représentatif et qui nous amène des dépassements de seuil. Voilà, tout un type de dépassement, mais donc dans le cadre de l'analyse de la mission géotechnique préalable au démarrage des travaux, on a inséré ces sondages dans le but d'effectuer une pré-caractérisation. Donc ensuite, on avait un choix pour le terrassement classique, avec les chantiers du Grand Paris, c'est quelque chose de classique maintenant de faire une pré-caractérisation pour les terrassements à l'intérieur de la boîte. L'avantage, comme je le disais, c'est une maîtrise du budget, parce qu'on a une estimation dès le démarrage des travaux des surcoûts engendrés par le traitement des terres polluées. Malheureusement, ce serait encore mieux si c'était évalué dès la phase de montage du projet. Donc pour ce terrassement-là, donc avec les échantillons, ça nous a permis de découper en 300 mailles, donc avec des découpages de 300 mètres cubes environ par maille,
alors que dans le marché, on nous demandait 1000 mètres cubes. Mais l'idée, c'est d'avoir un découpage assez serré pour justement éviter d'avoir un échantillon qui représente un volume trop important. Donc le plan de maillage, comme je le disais, c'est un joli camembert. Ceux qui jouent au Trivial Poursuite, c'est un découpage en 6, hein. Donc avec 6 mailles pour le terrassement du bassin et donc avec des épaisseurs de 1 mètre. Donc on a 300 mètres carrés fois 1 mètre, donc 300 mètres cubes par maille jusqu'au fond de fouille. Donc pour le terrassement classique, on voit en fonction des mailles le découpage avec le différents types de classes. En vert, c'est de l'ISDI, donc de la classe 3. Ensuite, on a en gris du comblement de carrière, l'ISDI+, en jaune. En orange, la classe 2, c'est-à-dire l'ISDND, qu'on retrouve en majorité en termes de pollution. Et après, quelques mailles de classe 1, donc qui sont en grande profondeur, à une trentaine de mètres, plutôt naturel, hein. On arrive sur des horizons argileux. Et pour la paroi moulée, donc on avait le choix, hein, l'intervenante en parlait avant, on est plutôt habituellement sur une post-caractérisation, avec dans le cas dans lequel il faut trouver soit sur chantier ou sur un exutoire un volume de stockage pour faire l'échantillonnage et ensuite caractériser, donc évacuer vers le bon site. Et ici, donc les sondages qu'on a réalisés nous ont permis de proposer une pré-caractérisation, donc avec essentiellement de la classe 2 et de la classe 1, parce que les épaisseurs de mailles qui étaient assez importantes, quand je parle de mailles, hein, c'est la classification, que ce soit classe 2 ou classe 1, adaptées aux outils de creusement, parce qu'on avait 2 outils pour réaliser la paroi, donc une benne et une hydrofraise. Et en fait, les mailles correspondaient à peu de choses près au changement d'interface et au changement d'outil. Donc, c'est quelque chose qui était possible et qu'on a pu proposer. Et donc, forcément, la limite, c'est d'éviter d'avoir un changement tous les mètres ou tous les 5 mètres. On voit en partie haute, justement, une classification de la classe 1. On a pu faire un pré-terrassement à l'appel classique qui a permis de limiter le volume de classe 1, qui forcément est un peu plus coûteuse. Donc, pour le maître d'ouvrage, ça a permis de limiter un peu les coûts de ce côté-là. En termes de documents d'exécution, donc forcément, on a proposé tout un type de procédure, que ce soit pour la gestion des déblais, un plan de maillage, des fiches de contrôle, pour assurer la traçabilité, la qualité, parce que c'est notre devoir en termes d'exécution. Et au niveau du choix des exutoires, donc on a les déblais qui sont en comblement de carrière, donc qui représentent entre 5 et 10% du volume. Donc là, on est sur du fait des exutoires, on est sur une évacuation par voie routière. On n'a pas forcément d'autres solutions entre notre chantier et les exutoires. Par contre, pour les autres types de déblais, classe 3+, classe 2 et classe 1, donc on a une grande partie qui est revalorisée et on a, le chantier étant dans Paris, une proximité avec les quais de Seine. Donc, on a pu trouver une solution qui est technique et aussi et économiquement intéressante, pas se le cacher non plus. Donc, avec un trajet d'à peu près 3-4 km entre le chantier et une plateforme de transit sur les quais de Seine. Et ensuite, sur cette plateforme, une pelle de chargement pour charger une péniche qui va vers la plateforme de revalorisation qui est accessible par bateau. Donc, il y a un intérêt, comme je le disais, technique, intérêt écologique aussi, hein, en termes d'émissions de CO2. Et économiquement, on n'a pas trouvé un surcoût trop important, ce qui nous a permis de choisir cette solution. D'autant plus qu'en termes d'évacuation de terrassement classique, avec des cadences d'à peu près 1500-2000 tonnes par jour évacuées, on diminue le nombre de camions parce que la plateforme de transit sur les quais de Seine étant proche, un camion peut faire entre 8 et 10 tours, alors qu'une évacuation classique avec un camion qui fait 2 à 3 tours dans la journée, forcément pour faire la même quantité, il faut multiplier par 3 ou 4 le nombre de camions. Donc on a vraiment fait ce choix-là parce que le contexte urbain et aussi la proximité des quais de Seine nous ont permis
d'opter vers une solution avec une grande partie d'évacuation par voie fluviale. En termes de suivi sur chantier, on a mis en place une signalétique donc, avec des codes couleurs qui soient apparents sur chantier, des fiches de contrôle. Forcément, on doit assurer la traçabilité. Donc avec aussi des bons de chargement du prestataire, des bons de suivi des déchets. On est, nous, de notre côté entreprise, prêts, hein, opérationnels pour utiliser la plateforme Track Déchets. Par contre, ce n'est pas toujours le cas chez les maîtres d'ouvrage. Donc, c'est vrai qu'on a cette difficulté-là qu'on rencontre encore. Donc, on presse et on essaie de la mettre en place le plus rapidement possible. D'autant plus qu'on fonctionne avec une start-up, bon, je me perds de la citer, hein, qui s'appelle Altarod, où on a un système de pesée en sortie de chantier, qui n'est pas obligatoire, hein, qui ne nous est pas demandé, mais en fait, on l'a mis en place parce que ça nous garantit une traçabilité et aussi au maître d'ouvrage d'avoir la pesée en sortie de chantier et de pouvoir avoir un contrôle sur le flux des camions et sur les évacuations. Ce système peut être couplé à Track Déchets. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on a une interface en temps réel de suivi de l'évacuation des déblais avec des graphiques, toute une série d'extrapolations possibles, des quantités évacuées dans la journée par exutoire, le nombre de tours par camion, le nombre de tonnages aussi évacués. Donc, on a vraiment un panel de contrôle et aussi les surcharges parce que on a aussi cette problématique-là en termes de déblais, surtout quand on change de type de déblai ou quand on a des déblais assez liquides, assez humides, des surcharges. Donc, ça nous permet de contrôler ça aussi. Donc, c'est une innovation et je pense sur d'autres types de chantiers équivalents qu'on remettra en application. Et donc, au niveau des contrôles aussi, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, donc on a aussi un suivi que tout le monde est impliqué sur la gestion des déblais, donc avec un prestataire qui est pour le compte du maître d'ouvrage qui fait des visites périodiques pour lequel il est demandé de contrôler l'exécution, le contrôle aussi documentaire de nos documents d'exécution et aussi ça permet la validation des tonnages évacués. Parce que forcément, il faut après faire valider et donc avoir une bonne traçabilité, une bonne qualité, un bon suivi permet d'éviter les situations un peu conflictuelles sur des validations de tonnage et de quantité. Donc après, je voulais faire aussi un focus sur un événement significatif qui nous est arrivé, hein, parce qu'on reste un chantier, hein, donc avec des événements et des problématiques à rencontrer qui n'étaient pas forcément prévues. On a eu une détection de radioactivité sur une plateforme de transit. Donc, bon, ça se limite à 2 ou 3 camions, hein, je crois, de mémoire. Donc, 0,1% des déblais évacués sur la paroi. Mais voilà, donc on a eu un sujet, une problématique à régler qui est encore supérieure à ce qu'on a pris en compte. Donc, en termes de déblais, on a eu une immobilisation des camions et ensuite, on a enclenché toute une série d'analyses complémentaires qui a permis de classifier, d'évaluer la dangerosité du produit et de trouver par la suite un exutoire adapté qu'on a trouvé, hein, une solution. Et le maître d'ouvrage, il est important justement en termes d'entreprise d'avoir une communication avec les différents intervenants parce qu'après, forcément, ces déblais-là doivent être acceptés. Donc, il y a une intervention du maître d'ouvrage là-dessus pour émettre la nouvelle DAP et les BSD correspondants. Et aussi sur le chantier, il était important de prendre des mesures en termes d'environnement sur les échantillons pour essayer de voir si cette pollution retrouvée, enfin cette radioactivité se retrouve ailleurs et d'assurer la sécurité. Parce qu'on parle de déblais pollués, hein, donc il y a aussi un enjeu de santé. Hein. Donc pour rassurer les opérateurs et étudier en termes de prévention, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place et aussi former les opérateurs sur ce sujet-là. Donc, ce qui traduit ce petit événement, que l'idée et l'évolution en termes de traçabilité et suivi des déblais, justement, va vers la bonne voie, mais il y a encore des événements à traiter. Donc, il faut garder un œil sur le suivi des déblais et la gestion.
Et rapidement, un petit bilan assez synthétique, mais sur les idées fortes de ce que j'ai pu ressortir de ce chantier qui est encore en cours. C'est qu'il est très important d'avoir une évaluation fine en termes de déblais, en termes de pollution, de traitement des déblais dès la phase avant-projet. Là, je m'adresse plus aux donneurs d'ordre. Et ensuite, la pré-caractérisation permet justement de maîtriser les coûts, parce que on a une évaluation après sur des estimations de densité, donc après on est plus sur la virgule, mais la pré-caractérisation permet d'avoir une vision globale sur le budget, sur des coûts qui ne sont pas négligeables, il faut le reconnaître, surtout quand on a de la terre polluée. Et il est important aussi de bien choisir les filières. Donc là, que ce soit côté maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre ou même entreprise, en termes de revalorisation, de stockage ou de réutilisation. Donc les choses vont dans le bon sens, mais je pense que on sera tous d'accord pour dire qu'on peut encore faire mieux. Et en fonction des possibilités techniques, il est important de choisir le transport. Bon, là, on parle plus de bilan carbone là-dessus, mais on voit sur le projet actuel et sur certains projets du Grand Paris que des voies alternatives comme la voie fluviale restent une solution possible et avec des coûts qui sont comparables à l'évacuation routière. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation. Merci en tout cas de votre attention et je laisse la parole. Merci beaucoup, Samuel. C'était très intéressant aussi. Donc, c'est Sabrina maintenant qui va prendre la main pour nous présenter toutes les questions et puis vous les répartir. Sabrina, je te laisse. Oui, j'arrive. Je vais partager. Là, j'ai vu beaucoup de questions passer dans le chat. Oui, il y a un certain nombre de questions, effectivement. Donc. C'est arrivé à la fin. Ouais. Voilà. C'est bon? Oui. Ouais. OK. Donc, sur la présentation de Samuel Coucy, donc j'ai remis les noms des personnes qui ont posé les questions, donc si elles veulent apporter des précisions ou intervenir. Je peux déjà répondre à la première question là, si vous voulez. Oui, alors, sur la partie non, effectivement, la valorisation n'est pas un substitut en mise en décharge. Attention, il faut savoir qu'il y a beaucoup de terres en fait qui sont pas polluées en fait, et qui, au final, c'est assez dommage qu'elles partent en installation de stockage de déchets parce que souvent elles saturent ces exutoires, quoi, alors qu'elles pourraient très bien être réutilisées pour d'autres usages, quoi. Mais par contre, c'est extrêmement bien cadré dans la réglementation, une valorisation. Pour garantir qu'une valorisation n'a pas d'effet néfaste, on va dire, sur l'environnement, il faut vraiment s'assurer de respecter les guides de bonne pratique en vigueur derrière, d'assurer la traçabilité, voilà, pour le vérifier, quoi. Et malgré tout, le producteur initial du déchet reste responsable de ces matériaux-là, quoi. Donc, mais par contre, la valorisation n'est absolument pas un substitut à la mise en décharge, quoi, typiquement. Sur le volume inférieur à 500 mètres cubes, alors non, effectivement, il n'y a pas de tenue de registre chronologique interne pour les volumes inférieurs à 500 mètres cubes. Alors attention, quand on parle de volume inférieur à 500 mètres cubes, c'est pour une opération dans le cadre d'un projet d'aménagement ou de génie civil, hein. Donc là, effectivement, par exemple, si on a une opération d'aménagement ou de construction en fait, qui va produire un volume de terre excavée inférieur à 500 mètres cubes, dans ce cas-là, la personne qui va produire ces terres excavées n'aura pas à tenir de registre chronologique interne, hein, ni à faire remonter ce registre de surcroît au registre national, hein. Par contre, il faut bien voir que pour les installations de transit, par exemple, quoi, comme il s'agit de volume de volume par opération, au final,
en général, ces opérations de transit, elles vont recevoir des petits volumes un peu à droite à gauche, en fait, quoi, mais elles vont massifier beaucoup plus, en fait, quoi. Donc, au final, il y aura quand même cette obligation pour les installations de transit de regroupement, quoi. Donc là, cette exemption, elle est surtout, en fait, au niveau de la production des terres, quoi, on va dire. Ou de la valorisation si on valorise moins de 500 mètres cubes, quoi. Voilà. Ensuite, alors, bah, effectivement, il y a Marielle qui a reprécisé en fait l'arrêté qui fixe les critères du sortie de statut de déchet, quoi, hein, voilà, le lien vers Légifrance. Isabelle, donc sur les sanctions, alors effectivement, hein, donc, pour le moment, il y a une période de tolérance qui va jusqu'au 1er juillet. À partir du 1er juillet, l'administration a consigne d'aller faire des contrôles, hein, typiquement, notamment dans le registre national électronique, hein. Voilà, donc potentiellement, il y aura des contrôles. Alors, en termes de sanctions, ça, je ne peux pas répondre pour le compte du ministère, quoi. Donc, il y aura peut-être des sanctions, oui, effectivement. Alors, qui seront prises contre qui? Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est dans la réglementation, hein, c'est toujours le producteur initial, hein, qui est responsable, quoi. Donc, et la rédaction qui a été faite du décret traçabilité met bien en exergue ça, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le producteur initial, donc en général, enfin plutôt le maître d'ouvrage, on va dire, quoi, qui sera amené à rendre des comptes à l'administration. Alors après, il peut avoir des nuances, hein, dans le sens où le maître d'ouvrage, il peut avoir contractualisé de manière différente. Enfin, ça dépend des termes des contrats qu'ils peuvent avoir avec les entreprises de travaux, en fait, typiquement, quoi. Donc voilà, c'est vraiment nuancé en fonction de ça, quoi. Mais sinon, voilà. Et c'est vraiment, ça va être vraiment très ciblé sur le producteur initial du déchet, quoi. Alors, s'il y a d'autres questions, j'avais vu qu'il y avait d'autres questions derrière. Voilà, sur donc là, ça rejoint tout ce qui est qui fait la déclaration. Est-ce que c'est le maître d'ouvrage ou est-ce que c'est l'entreprise de travaux? Alors, selon le décret traçabilité, hein, c'est vraiment très orienté maîtrise d'ouvrage. On va dire que normalement, en théorie, c'est la maîtrise d'ouvrage qui fait qui tient les registres en fait, hein, de production. Maintenant, on a eu beaucoup de remontées, hein, de cas en fait où c'est finalement les entreprises de travaux qui tiennent les registres chronologiques pour le compte de la maîtrise d'ouvrage en fait, quoi, hein. Et ce cas-là sera bien abordé, puisque dans la nouvelle version de RNDTS là, qui va paraître bientôt, on va mettre en place un système de délégation, c'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage pourra déléguer à une ou plusieurs entreprises de travaux la tenue des registres chronologiques, quoi. Donc, ce sera bien pris en compte. Après, voilà, c'est toujours une question de relation entre maître d'ouvrage et entreprise de travaux derrière, quoi. Concernant les déchets dangereux, alors non, tout type de déchets dangereux sera à déclarer sous track déchets, hein. On doit émettre un BSD pour tout type de déchets dangereux. Donc attention, hein, cette dérogation là, sur le volume de 500 mètres cubes, là, si on est sur des déchets dangereux, là, il faudra quand même remplir un BSD, hein, derrière, quoi, sous track déchets. Concernant le registre, alors, sur la saisie en fait, hein, des terres excavées dangereuses, non dangereuses, etc. Il y a des bascules, hein, qui sont faites entre les différents outils. C'est-à-dire que si on est sur l'outil registre, hein, RNDTS, si on renseigne une terre dangereuse, on est basculé automatiquement sur track déchets qui permet de remplir le BSD. Voilà, c'est assez important parce qu'en fait, on couvre à partir du moment où une terre est dangereuse, les obligations réglementaires sont différentes dans le sens où on a l'obligation d'émettre un BSD pour les terres dangereuses. Et on n'a pas cette obligation pour les terres non dangereuses. L'obligation, elle est uniquement de tenir des registres chronologiques internes, ce qui n'est pas la même chose. Un BSD, c'est un document qui va suivre un déchet depuis sa production jusqu'à son évacuation finale, en fait, et qui va passer par les transporteurs, etc., avec des signatures derrière, quoi. Tandis qu'un registre, c'est vraiment un document qui est tenu par type d'installation ou par type d'acteur, en fait, quoi, et qui nécessite pas de signature, en fait, quoi. Donc, on a vraiment des choses différentes. Par contre, effectivement, quand on renseigne track déchets, ça va être automatiquement basculé sous forme de registre dans RNDTS, hein. Donc, c'est vraiment le principe de l'administration, dites-le nous une fois, c'est-à-dire que à partir du moment où on saisit des informations
dans le track déchets, ces infos sont automatiquement basculées dans la partie registre, quoi. Et ensuite, à quelle distance du site de production celles-ci sont-elles exonérées? Alors là, il n'y a pas de distance, attention. On a une exonération si on réutilise des terres sur site. Dans ce cas-là, les terres, elles peuvent faire une distance maximale de 30 km sur ce site, attention, hein, parce que là, on parle. Donc là, c'est vraiment du linéaire routier en général, hein, sur ces distances-là. Sinon, on sort du site, quoi, hein, 30 km, voilà. Mais c'est dans des cas très particuliers. Donc, quand on est sur site, effectivement, dans ces distances-là de 30 km maximum, on a une exemption de tenue des registres, quoi. Par contre, dès lors qu'on sort du site, hein, même si c'est sur des très courtes distances, hein, on aura l'obligation de tenir des registres si l'opération dépasse 500 mètres cubes. Voilà, je pense qu'on peut passer. Je vais un peu vite parce qu'il y a pas mal de questions. Oui, alors là, du coup, il y a des questions qui sont arrivées après. La pollution à la radioactivité concernait quels matériaux? Ah, ça, c'est plutôt pour la présentation de Samuel Soroka, je pense. Ouais. D'accord. A-t-il des résultats d'analyse renseignés? Oui. Et quand on déclare des terres dangereuses, y a-t-il des résultats d'analyse à renseigner dans le tract des déchets et par quelle unité de volume? Alors, pour les terres dangereuses et pour les terres non dangereuses, hein, effectivement, une des spécificités des registres terres excavées, c'est renseigner des données de caractérisation lorsqu'elles sont disponibles. Donc, elles sont, on va dire, fortement conseillées, elles ne seront pas imposées, on va dire, quoi, mais ça reste un champ de l'arrêté registre, hein. Donc ces données de caractérisation, alors moi je parle parce que je pense que Track Déchets sont en train de faire ces développements là pour pouvoir bancariser ces infos. Nous, dans la partie RNDTS, hein, pour les registres, pour les terres non dangereuses, elles sont à récupérer donc en format PDF. On peut télécharger des PDF. Alors le problème, c'est que souvent en fait, on a des données de caractérisation qui sont dans des gros rapports, des choses comme ça en fait, quoi. Ce qui peut être un peu contraignant. Donc une des solutions, c'est de faire référence au numéro de DAP, en fait, quoi. Et si on renseigne ce numéro de DAP, l'administration pourra toujours revenir justement aux données de caractérisation correspondant à ce numéro de DAP. Donc nous, on a mis en place un champ numéro de DAP, en fait, quoi, qui permettra de revenir à des données de caractérisation, qui sera un système qui sera un peu plus simple que d'aller chercher si on a les bonnes données de caractérisation pour un lot donné, etc., quoi. Voilà. Alors, à quelle fréquence? Alors ça, sur la fréquence, hein, c'est vraiment listé dans l'arrêté registre, hein. Non, j'ai passé, c'est des questions pour Fabienne. Oui, par contre, c'est un sujet pour Samuel, ça. Voilà. C'est quand même un sujet à Samuel, celui-ci. Bon, bah, c'était arrivé, pardon alors. La fréquence, je peux y répondre, hein. Je pense, le premier, après, le reste, je le laisserai la main. Là, parce que enfin, la fréquence, hein, c'est... en fait, les déclarations, elles doivent être faites le mois suivant le fait générateur, en fait, quoi. Donc, en général, ça correspond à la période de facturation en fait, des entreprises, hein. C'est pour ça que ça a été pris comme ça, quoi. Mais par contre, il faut faire toutes les déclarations qui correspondent au mois suivant. Par exemple, là, on est en février. D'ici fin février, en théorie, hein, il faudrait renseigner toutes les déclarations qui correspondent à des mouvements de terre qui ont été faits en janvier, en fait, hein, de cette année, quoi, typiquement. Voilà. Par contre, il faudra faire une déclaration par mouvement de terre, en fait, quoi. Donc, c'est par lot, parce qu'effectivement, il faut que ça corresponde aux différents champs du registre, hein. Donc, la date, notamment. Donc, à partir du moment où on change de date, il faut faire au moins une déclaration par date, hein, c'est ça. À partir du moment où on change de transporteur, il faut faire une déclaration par type de transporteur, parce que les transporteurs sont à renseigner. Donc, voilà, on a quand même pas mal de déclarations à faire, mais la remontée de ces informations, elle peut être faite au maximum le mois après le fait générateur. Voilà. Et après, je pense que pour les questions, effectivement, je laisse la main pour les autres questions, quoi. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Lionel Lersad à l'appareil. Merci pour les deux premières réponses apportées. Sur le renseignement du registre national des terres excavées, et je pense qu'on a un certain nombre à s'inquiéter sur la quantité de données à fournir, en particulier si effectivement cette contrainte descend jusqu'à la journée
à savoir effectivement si on doit au jour le jour, même si on remplit le document qu'une fois par mois, mais si on doit effectivement indiquer dans ce registre les camions sortant des chantiers jour par jour, ça peut vite représenter une quantité impressionnante de données. Est-ce qu'on le comprend bien comme ça, ou pour être concret, si par exemple je sors de mon chantier, j'ai 1000 mètres cubes que j'extrais sur mon chantier, il y en a 500 mètres cubes que j'envoie sur une plateforme de valorisation et 500 mètres cubes que j'évacue dans une ISDI. À la fin du mois, je peux cumuler ces 500 mètres cubes vers la plateforme de valorisation, où il faut effectivement que jour 1, je dise que j'en ai évacué 12 mètres cubes, que jour 2, j'en ai évacué 14 mètres cubes, et ainsi de suite, précisément. Ah oui, précisément, c'est ça. Hein. Là, la réglementation est très claire là-dessus, hein, et je vous invite à aller voir l'arrêté registre et le décret de traçabilité. Hein. Une des données importantes, en fait, et obligatoire, on va dire, c'est la date d'excavation. Il y a aussi des notions de parcelles, hein, parcelles en domaine des cadastrés ou coordonnées GPS des zones d'excavation. Donc, il faut être particulièrement précis, en fait, par rapport à ça. Hein. Donc, on est à l'échelle de la date, effectivement. Donc, à une date donnée, par exemple, si vous avez évacué X mètres cubes vers un exutoire uniquement avec le même transporteur, vous pouvez cumuler les volumes qui ont été faits, hein, mais uniquement pour cette date-là. Hein. Il faudra refaire une déclaration pour la date d'après. Et si vous utilisez plusieurs transporteurs pour des mouvements de terre, typiquement, il faudra faire plusieurs déclarations en fonction des transporteurs qui sont utilisés, parce que c'est des informations qui sont nécessaires, hein, on va dire la raison sociale du transporteur, quoi. Donc là-dessus, encore une fois, la réglementation est très précise, hein, et il faudra faire une déclaration. Alors, attention, hein, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'entreprises, notamment au niveau des exutoires, hein, qui sont équipées, hein, dans les installations de transit, elles sont habituées, hein, à tenir des registres, hein, à l'arrivée des terres, etc., quoi, hein. Et donc, typiquement, les systèmes d'information dont disposent ces entreprises pourront être automatiquement interconnectés à l'application RNDTS, en fait, quoi. Et on va dire qu'après avoir fait cette interconnexion, ce sera relativement indolore, on va dire, quoi, en termes de travail de la vie de tous les jours. En fait, la saisie sera effectuée de la même manière que tous les jours, etc. Voilà, quoi. Mais oui, la réglementation est assez claire là-dessus, quoi. Juste une précision, parce que c'est toujours mieux de comprendre ce qu'on fait. Là, en l'occurrence, moi, je n'ai pas compris, mais j'espère que je suis le seul. Qu'est-ce qui se cache, entre guillemets, hein, je ne vois pas de choses négatives ou positives derrière, mais pourquoi cette obligation journalière? Je comprends l'obligation cadastrale, même si pour nous, canalisateurs qui avons des chantiers qui peuvent mesurer plusieurs kilomètres, c'est une usine à gaz, je ne sais même pas comment on va s'en sortir, mais peu importe, je le comprends. Mais au niveau de la date, je veux dire qu'on extrait des déblais dans une zone identifiée le lundi, le mardi, le jeudi, le 30, le 17 ou le 22, je ne vois pas ce que ça change. Voilà, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, et qu'on a un certain nombre à avoir du mal à comprendre. Si vous pouvez nous expliquer, ça nous aidera certainement. Non, je ne peux pas vous expliquer, parce que c'est pas moi qui fais la réglementation, et il faudrait interroger le ministère là-dessus, quoi. Donc là, moi là-dessus, j'ai pas d'élément de réponse, je suis désolé, quoi. Ouais, mais encore une fois, la réglementation, c'est... Alors là, vous pouvez vous rapprocher du BPGD là-dessus, hein, du Bureau pour la planification et la gestion des déchets, hein, au ministère, quoi, qui pourra peut-être vous apporter des réponses, quoi. Je pense que l'objectif, hein, du ministère derrière, hein, nous, on est maître d'œuvre, hein, du ministère sur la partie registre, hein, donc nous, on met en place l'outil derrière, etc., quoi. Mais la volonté du ministère, c'était vraiment d'affiner au mieux possible la traçabilité des terres excavées de manière générale. En fait, on sait qu'en France, voilà, cette traçabilité, elle était parfois lacunaire, en fait, voilà, et il y avait cette volonté-là d'être relativement proactif, en fait, sur cette traçabilité, et de garantir la qualité des matériaux qui vont dans certains exutoires qui sont valorisés, etc., quoi. Donc ça, je parle vraiment de la philosophie générale des décrets. Après, dans le détail, effectivement, la rédaction a été prise comme ça, il y a eu des consultations publiques, etc. Voilà, c'est le résultat après de cette rédaction et de ces consultations, hein, derrière. Ok, merci. On ira voir. On ira à la FNTP, je crois. La FNTP a déjà pas mal interrogé le ministère là-dessus. Bien sûr. Après,
Vous pouvez toujours faire remonter à la FNTP ou via vos fédérations derrière. C'est fait. Non, mais la FNTP se pose la même question. C'est pour ça que je posais la question. Encore une fois, que par lot, par cadastre, effectivement, en fonction de la nature du déblai qu'on évacue, on comprend bien le lien entre cette qualité du déblai et la traçabilité. Le jour, encore une fois, que ce soit le 17 ou le 22, moi, ça m'échappe complètement. Et comme ça nous échappe, et on est quand même nombreux, je dis que j'étais le seul à ne pas comprendre, c'est pas vrai. On est nombreux côté FNTP à se demander à quoi ça sert, le fait de se retrouver face à une telle usine à gaz. Et aujourd'hui, on ne sait pas, pour être honnête, on est un certain nombre à ne pas savoir comment on va réussir à relever ce défi, pour être tout à fait honnête. Au mois, on sait le faire. En cumulé, on sait le faire. Et je pense que ça assurerait une réponse d'une qualité bien supérieure à ce qui se passe aujourd'hui. Je suis bien d'accord avec vous qu'aujourd'hui, il y a des choses, des blés qui partent dans la nature et qu'on ne sait pas où ils vont. Donc là, on saurait dire, il y en a 100 mètres cubes qui sont partis à tel endroit, 200 mètres cubes à tel autre endroit. Ça, on saurait le faire, on franchirait un vrai cap. Mais sur le jour, au jour le jour, là, effectivement, on est un peu perplexe. Voilà. Mais je note votre réponse, je vous remercie. Je comprends tout à fait, mais malheureusement, je ne peux pas vous répondre mieux que ça, quoi. Non, mais merci. Merci Samuel Coucy pour toutes ces réponses. On va passer la parole à Fabienne Dermont-Mauville. Oui. Alors, Olivier Martin, caractérisation pas environnementale que domaine d'ouvrage opérationnel. Alors, par rapport à la caractérisation environnementale, on a des guides, en particulier pour les projets routiers. On a un guide du BRGM qui s'appelle Guide de réutilisation hors site des terres excavées en technique routière et dans des projets d'aménagement, qui donne des seuils à respecter sur ce sujet particulier. Donc, à ma connaissance, alors peut-être que Samuel pourra me contredire, je ne connais rien d'autre, mais voilà, c'est ce qu'on utilise en termes de caractérisation environnementale. Je peux peut-être compléter, en fait, parce qu'il Oui. y a des guides quand même qui sont à venir, et je pense que Benjamin Daubilly, l'UMTM, présentera demain. Alors, je ne sais pas s'il est toujours en programme, en fait, quoi. Le guide du CEREMA, CEREMA UMTM, en fait, sur la valorisation des terres excavées dans le cadre d'infrastructures linéaires de transport, en fait, quoi. Et je pense que là, dans ce cas-là, c'est plutôt ce guide-là qu'il faudra utiliser. Alors, effectivement, le guide de caractérisation des terres excavées que vous aviez cité, il s'applique aussi, mais uniquement sur la partie, on va dire, caractérisation, hein, pour des matériaux qui proviennent plutôt de sites et sols pollués, on va dire, quoi. Mais par contre, le guide du CEREMA là, qui sera présenté demain, en fait, par Benjamin, enfin, CEREMA UMTM, qui sera présenté demain par Benjamin Daubilly, apporte pas mal de questions sur le référentiel de qualité environnementale à appliquer lorsqu'on valorise des blés dans le cadre d'opérations routières, quoi. Je ne sais pas s'il est toujours au programme ou pas, en fait, demain. Oui, si je peux compléter votre réponse. Précision, c'est dans un mois. Voilà, c'est le 8 mars, le prochain webinaire. Ah, pardon, Voilà. pas demain. Mais... Très bien. Voilà. Merci. Effectivement, oui, pour conclure aujourd'hui, on présentera le programme de la prochaine fois où effectivement ce guide est présenté, où il est spécifique aux infrastructures linéaires de transport et apporte des éléments assez opérationnels, voilà, sur ce qui peut être demandé, à la fois sur l'aspect environnemental, mais également il fait un petit peu le point aussi sur les critères géotechniques pour passer d'un site à un autre. Voilà. Mais c'est un guide qui n'est pas encore paru. Alors, ce guide, il est terminé, oui, il est en ce moment donc soumis à l'arbitrage au niveau du ministère, voilà, parce que voilà, en ce moment, justement, c'est tout à fait d'actualité, là, depuis quelques mois, voilà, le ministère a le projet d'harmoniser, vous voyez, il y a beaucoup de guides différents, voilà, donc il y aura une petite aide pour s'y retrouver dans tous ces guides. Voilà, il est prévu une petite note donc pour harmoniser les différents guides, dont celui-là qui sortira normalement à ce moment-là. On espère dans quelques mois. Parfait. Du coup, je passe à la question suivante. J'avoue, je ne l'ai pas compris. Quel est le chiffre correspondant au petit volume transporté sur moins de 30 km? Je pense que c'est encore une question si vous êtes encore là. Je pense que c'est une question encore pour la question, enfin,
pour la partie le décret traçabilité, en fait, quoi. Il y a pas de volume, hein, qui correspond à moins de 30 km. En fait, si on transporte des terres sur moins de 30 km, mais attention, c'est encore une fois, c'est sur site, hein, sur le site de leur excavation. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des opérations routières, en fait, parce que sinon, un site à 30 km, on est vraiment on est largement sorti du site, hein, en fait, quoi. Et là, il y a pas de chiffre, hein, correspondant lorsqu'on a des terres, en fait, qu'on veut valoriser sur un site ou utiliser sur site, et qu'il y a un transport de moins de 30 km qui est réalisé, en fait, dans ce cas-là, on est exempté de tenir des registres, en fait, quoi. Et il n'y a pas de volume associé. On peut dépasser 500 mètres cubes, etc., quoi, là-dessus. Voilà. Moi, j'avais compris que c'était hors site, qu'on pouvait déplacer Non. des petits volumes sur moins de 30 km hors site, Non. et sans tenir compte, sans établir de registre. Non. Ça, dès qu'on sort du site, là, on est soumis au registre. Alors, effectivement, il y a l'exemption pour les petits volumes, ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on sort du site et qu'on a par opération des volumes qui sont inférieurs à 500 mètres cubes, dans ce cas-là, on est exempté. Mais si on est au-delà, on ne sera pas exempté, quoi. Oui, d'accord. Mais le petit volume qui était indiqué dans le texte au début de la présentation, c'est donc 500 mètres cubes. C'est 500 mètres cubes, ouais. 500 mètres cubes. D'accord. Merci. Et si on a des projets d'infrastructure qui font plus de 30 km, ça peut arriver? Oui, bah après, non mais tout à fait. Par contre, en fait, la question à se poser, c'est est-ce qu'une terre, si elle est excavée à un endroit du site, on va dire, est-ce qu'elle va se déplacer sur plus de 30 km au sein de ce site-là, en fait? C'est la question à se poser. Même si votre site il fait 50 km, par exemple, et que vous excavez des terres à un endroit donné, par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, une tranchée à faire ou quoi, vous excavez des terres à cet endroit et vous les remettez, en fait, au même endroit, on va dire, quoi. Là, dans ce cas-là, ces terres, elles vont faire moins de 30 km, ou vous les déplacez, par exemple, de quelques kilomètres, et dans ce cas-là, on sera exempté, parce qu'on va rester sur site, et elles feront moins de 30 km. Par contre, effectivement, si elles feront plus de 30 km au sein de ce site-là, mettons elles fassent 40 km, dans ce cas-là, on ne sera pas exempté de tenir les registres, quoi. Merci. Mais sur des chantiers autoroutiers, on a par le passé déplacé des matériaux de déblai pour faire des remblais sur plus de 30 km. Oui, mais rien n'empêche de le faire, attention. Le décret n'interdit pas de faire ces opérations-là, encore une fois. Le décret précise que dans ce cas-là, il faut tenir des registres, en fait, quoi. D'accord. Et il faut préciser que les terres, elles sont parties de cet endroit-là sur le site. Elles sont allées à 40 km à un autre endroit sur le site pour faire du remblai, en fait, parce qu'il y avait besoin de remblai. Il faut juste tenir ces registres. En fait, il faut dire, voilà, tel jour, il y a eu tel mouvement de terre qui a été fait. Mais encore une fois, rien n'empêche de faire ça, au contraire, quoi. D'accord. Je prends la question d'après. Différence de masse entre le pesant du tunnel et la balance. Alors, on n'a pas d'explication vraiment très très précise, mais déjà c'est lié à la différence d'objectif des dispositifs de pesée. Le pesant du tunnelier sert surtout au pilotage de la machine, hein, alors que les balances servent à rémunérer des déblais. Donc en termes de tarage et autres, c'est pas forcément les mêmes objectifs ni les mêmes répétabilités demandées. Type de déblai évacué dans les stations de commande carrière, on peut avoir tous les types, hein, de inerte à TN+, en général, ou voire même non dangereux. Donc voilà. Et matériaux type TN+, évacués vers quel type d'exutoire? Alors TN+, ça correspond à des sites qui permettent d'accueillir des terres qui présentent des surconcentrations d'origine naturelle sur certains paramètres. C'est-à-dire que par rapport au seuil indiqué dans le décret du 12 décembre 2014, il va y avoir, par exemple, je ne sais pas, on pourra recevoir des terres qui ont 6 ou 7 fois plus de sulfate, qui ont plus de cadmium ou autre, mais ça dépendra en gros de chaque site et ce sera fixé à chaque fois par arrêté préfectoral. Et les inertes plus, c'est les déchets inertes, mais qui rentrent quand même dans les critères du décret du 12 décembre 2014, là, qui permettent des dépassements de seuil de 3 fois sur certains paramètres
Donc ça, clairement, tout est très bien décrit là dans le décret du 12 décembre 2014. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour votre présentation et pour la réponse, les réponses aux questions. On va passer à la présentation normalement suivante, si les questions sont arrivées non en différé, on va dire. Ok, donc pour la première question, pour les déblais de fondation, ceux-ci sont très humides. Alors oui, forcément, en termes de déblais humides, bon, c'est une donnée dont on tient compte dès le démarrage. Et quand on fait de la paroi moulée, on sait qu'on a cette problématique-là sur certains types de terrains. Donc après, il y a des traitements possibles sur chantier pour justement diminuer la cécité. Après, bon, ici sur le chantier, l'opération qui a eu lieu ici, on n'a pas eu trop de difficultés. Mais je sais que sur d'autres chantiers, ça a pu être un peu compliqué. Mais bon, il y a des traitements sur chantier possibles. Et donc après, sur les boues liquides, oui, bah, il y a un traitement particulier après avec des prestataires spécialisés sur les boues qui servent à l'excavation. Donc là, on est dans un traitement un peu différent parce que on n'est pas sur des terrains en place. Mais c'est une problématique qui est courante dans les parois, mais disons qu'on a les solutions en face. C'est pas trop une problématique là-dessus. Je ne sais pas si ça répond à la question. Que je passe à la question suivante. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Donc, concernant le tri des déblais pour l'excavation des déblais en déchets dangereux, donc comme je disais, on avait deux outils donc, pour la paroi moulée. Donc, quand on excave à la benne, donc on sait qu'on a pré-caractérisé, donc on sait à quelle profondeur on va retrouver les déblais, les déchets dangereux, la classe 1. Donc là-dessus, il n'y a pas de problématique. C'est un suivi qualité à avoir lors d'excavation. Et pour la partie des déblais traités à la centrale, donc là-dessus, on a une installation avec plusieurs fosses. Donc, une signalétique en fonction de la profondeur rencontrée. Donc, au moment où on arrive dans le changement d'interface, donc on s'arrête, on vide la fosse. Ensuite, on remplit la fosse de déblais de classe 1 ou classe 2. Et une fois l'interface, l'épaisseur traversée de cet horizon pollué, les déblais donc, sont soit évacués directement ou alors on avait deux fosses tampons qui étaient utilisées pour stocker provisoirement les déblais parce que évidemment, la problématique de cette précaractérisation, c'est au niveau du changement d'interface. Il faut assurer la continuité de la production. Donc, la seule opération qui nous faisait perdre un peu de temps, entre guillemets, c'était de vider cette fosse complètement pour mettre dans la fosse tampon pour changer d'horizon. Mais ça ne s'est pas trop ressenti au niveau du chantier. Mais on avait pris en compte cette contrainte-là de garantir que les déblais évacués correspondaient bien à l'horizon qui avait été ciblé. Et ensuite, sur la question suivante, je n'arrive pas à lire parce que j'ai un petit affichage de M. Pezzolo. Un affichage Donc, qui se met devant. est-ce que c'était une volonté du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage de reporter les investigations en G3 ou liées au montage de l'opération? Quel intérêt et qui en supporte le risque? Alors, j'ai pas la réponse parce que j'étais pas au moment du montage d'offre, mais je pense que oui, il y a dû y avoir des critères de temps ou de. En fait, on est dans Paris, donc pour faire des sondages, c'est pas toujours évident. Donc, je pense qu'il y a le critère de faisabilité de ces sondages. Peut-être que c'était assez compliqué. On est dans un parc, donc il fallait avoir les autorisations et c'est pas toujours facile. Donc, je pense qu'il y a eu ces critères-là. Je suis pas sûr que ce soit un critère économique, mais plutôt en termes de timing, de pouvoir faire toutes ces campagnes de sondage. Et après, la responsabilité, pas dire que les terres appartiennent au maître d'ouvrage, mais nous, on a une responsabilité au moment où on évacue. Donc forcément,
le fait de précaractériser ou de caractériser, hein, ça assure une traçabilité pour tout le monde. Et en termes de coûts, on est sur la partie des déblais pollués, on est sur des coûts rémunérés au bordereau de prix unitaire. Donc, nous, on est payé des quantités qu'on évacue. Donc, ça, on va dire, au moins, ça donne un cadre contractuel. Mais effectivement, d'avoir à la base dans le marché des indications qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a rencontré réellement, c'est un peu compliqué. Donc, ça, dans la balance, dans les coûts, ça peut alourdir la balance. Voilà. Okay. Du coup, il y avait la question, la pollution à la radioactivité concernait quels matériaux? On était à une 50aine de mètres de profondeur, donc on était dans l'interface entre les argiles plastiques et la craie. C'est un peu documenté. Bon, apparemment, ce sont des horizons qui peuvent justement avoir une radioactivité naturelle. Donc, on était sur des valeurs faibles, hein, mais qui étaient suffisantes pour déclencher les portiques de détection. Merci beaucoup. Je n'ai pas vu a priori de nouvelles questions arriver. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Non. Donc, j'ai mis là sur la dernière diapo ce qui avait été mis dans le chat pour à la fois le replay et les supports des présentations avec plein de fautes d'orthographe, excusez-moi, faire les choses en même temps. Et on a été jusqu'à 125 personnes connectées voilà, pour ce webinaire. Donc, on remercie très chaleureusement les personnes qui ont fait les présentations très riches et intéressantes et tous les auditeurs. Voilà, je vais arrêter mon partage et je laisse la parole à Cécile Morel pour présenter justement le webinaire du mois prochain. Alors, je ne vois pas, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'était bon, c'était bon. Ah, pardon, voilà, pas moi. Voilà, donc très rapidement, parce que ça a été riche et là, tout le monde, effectivement, a sûrement de choses à faire, mais donc on peut se donner rendez-vous pour dans un mois exactement. La suite donc du même sujet avec également des présentations, retour d'expérience opérationnelle, voilà. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en premier, donc ce serait la présentation de ce guide qui est à apparaître, bien sûr, donc qui est une déclinaison, voilà, assez opérationnelle pour aider à la valorisation hors site des terres excavées pour les projets d'infrastructure. Donc, en complément effectivement du contexte réglementaire qui a été présenté et qui est rappelé un peu dans le guide, mais enfin le but c'est surtout de donner des éléments d'aide à promouvoir la valorisation, alors que ce soit dans la gestion de projet, il y a tout un chapitre sur effectivement comment anticiper lors des projets, que ce soit en amont ou jusqu'à la réalisation, comment traiter avec d'autres chantiers receveurs, voilà, comment les contractualiser, anticiper ces sujets-là. Il y a un chapitre sur effectivement la caractérisation géotechnique, des informations pour aider aux besoins caractérisation géotechnique et puis peut-être des critères pour la valorisation. Un chapitre sur les dispositions vis-à-vis de l'environnement, l'acceptabilité environnementale, ou ce qui existe déjà dans d'autres guides ou dans la réglementation est repris et peut-être décliné justement voilà, pour mieux s'y retrouver selon les types de sites avec qui relèvent de la méthodologie site sol pollué ou pas, selon voilà, les types receveurs, les sites receveurs, etc. Donc, donc ce guide, il a été élaboré donc à l'initiative de l'Union des métiers de la terre et de la mer, l'UMTM, avec le CEREMA, et donc il est, comme je vous l'ai dit, à la validation du ministère.
Voilà, donc Benjamin Doubilly, qui était le secrétaire, ne sera peut-être pas disponible pour le présenter, mais enfin, on doit boucler avec lui pour savoir qui pourrait le remplacer, mais de toute façon, il préparera la présentation. Voilà. Sinon, ensuite, il sera présenté effectivement des exemples assez particulier sur le comportement des terres pyréteuses excavées, voilà, qui a été récemment étudié et elle sera présentée par Myriam Duc de l'université Gustave Eiffel, qui présentera le phénomène et puis les critères d'acceptabilité qu'on peut en déduire. Et puis un outil original, Diagnosol, qui avait été lauréat d'un appel concours d'innovation de la Société du Grand Paris pour caractériser rapidement et voilà, à l'avancement, plus ou moins, les terres excavées sur le site d'extraction. Céline Blanc, Soulier Moutari et Emmanuel Toré de l'entreprise NGE. Voilà, ce qui nous attend dans un mois. On vous donne rendez-vous à ce moment-là pour continuer ces sujets, si vous le voulez bien. Et je laisse Isabelle conclure peut-être la journée. Oui, merci beaucoup Cécile, Sabrina. Merci à nos 3 intervenants et puis merci pour vos questions. On a débordé assez largement, on s'en excuse. Mais bon, ça prouve que le sujet était intéressant et attendu. Donc merci et n'hésitez pas à revoir sur la chaîne YouTube ce webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir.